merci. Bon, merci Geneviève aussi de nous avoir invités puis d'avoir la possibilité de discuter d'un sujet dont on discute pas si souvent. Pourtant, c'est une vraie question. Est-ce que les tribunaux, est-ce que l'espace judiciaire peut être considéré comme un espace public? Jusqu'à quel point, en fait, c'est un espace où la liberté d'expression existe? Est-ce que ça peut être utilisé dans un cadre délibératif? Ça constitue en fait un lieu à partir duquel et sur lequel on peut compter s'il s'agit de construire un positionnement public puis de participer à un débat qui, des fois, est beaucoup plus large que celui, malheureusement, que les tribunaux peuvent entendre. Et c'est un des enjeux, en fait, de la discussion de ce matin. On a réuni, d'abord, trois personnes, trois panélistes qui ont accepté là, donc de venir discuter à partir de points de vue puis d'expériences très différentes cette question-là du système de justice ou de l'appareil judiciaire, des tribunaux, si on veut les nommer simplement comme espace délibératif, comme espace public. Alors, je vous l'ai présenté dans l'ordre où je l'ai sur la feuille. Donc, je commence par Marc Bichaille. Alors, il est avocat depuis 2007. Et puis, il est surtout connu, en tout cas, moi, je l'ai connu, et puis il est encore aujourd'hui avocat au Centre québécois du droit de l'environnement, qui est un des enjeux collectifs sur lequel je crois que la délibération n'est pas terminée, et puis pour lequel les tribunaux parfois servent d'espace, je dirais, d'expression, avec les limites dont on parlera et les possibilités que ça offre aussi. Il n'a pas toujours été au centre du droit de l'environnement parce qu'il a pratiqué aussi pendant un certain nombre d'années dans un petit bureau dans beaucoup de domaines différents, là, en droit civil, en droit de la famille, en droit commercial. Un petit bureau qu'on appelle des boutiques en général. Avant d'être au service du contentieux du barreau du Québec, où il a représenté l'ordre dans les différents litiges dans lesquels l'ordre peut se retrouver engagé, notamment en droit professionnel. Généralement, c'est pour poursuivre les notaires qui agissent illégalement dans le champ des avocats, mais aussi dans un certain nombre d'autres domaines, là, en droit administratif, en droit pénal, en droit civil également, pour le barreau. Mais finalement, ça lui a passé et il est passé par la suite, donc au Centre québécois de droit de l'environnement. On s'est rencontrés, je l'indique pour la petite histoire, dans une discussion dans laquelle j'essayais de mettre le barreau, faire discuter le barreau avec les organisations sans but lucratif pour que les organisations sans but lucratif puissent donner des avis juridiques, que les avocats qui travaillent dans les organismes sans but lucratif, comme c'est le cas du Centre québécois du droit de l'environnement, puissent donner des avis juridiques à ceux qui viennent en demander. Et à l'époque, bon, c'était une espèce de cirque, là, parce qu'il y avait à la fois le Centre québécois du droit de l'environnement, puis de l'autre côté de la rue, il y avait le bureau où les avocats du centre pouvaient donner des avis, des bureaux en bonne et due forme en vertu de la loi du barreau. On vient de faire changer ça à cause du projet de loi 34 ou de la loi 34, je ne sais plus maintenant, on ne sait plus, hein, je pense qui rendait possible pour des avocats qui sont dans des organismes sans but lucratif de pratiquer le droit, en fait, dans leur organisme. Alors, quand on est dans un centre du Québécois du droit de l'environnement, qu'on ne peut pas donner d'avis juridique sur le droit de l'environnement, ça crée un petit problème. Alors maintenant, ces difficultés-là sont réglées. Considérer que ça, c'est un progrès. On verra pour le reste. Bon, alors, c'est notre premier panéliste. Et puis, on en a une deuxième, c'est Rachel Chagnon, que beaucoup d'entre vous connaissez parce qu'elle intervient assez régulièrement dans les médias, très souvent sur ces questions, en fait, des contextes ou des dossiers qui ont été judiciarisés, qui posent des problèmes qui sont des problèmes d'ordre collectif, notamment dans une perspective féministe. Elle est historienne, en fait. Son doctorat est en histoire. Elle a travaillé à l'époque sur la genèse de la Constitution canadienne. C'est l'histoire plus ou moins des pères de la Confédération. Vous comprendrez qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes là-dedans. Bon, okay. Et puis, elle est par la suite devenue professeure à l'Université du Québec à Montréal, au département de sciences juridiques et depuis doyenne de la faculté de droit et de sciences politiques. C'est bien ça, jusque-là, je me suis pas bien... Sciences politiques et droit. Sciences politiques et droit. Bon, je ne sais pas pourquoi on met la science politique. Moi, j'aurais aimé l'autre aussi, là, mais on n'a pas choisi. Oui, hein? On vit avec la réalité. Alors, elle s'est intéressée beaucoup à ces questions de judiciarisation des débats publics, en particulier dans ce qui concerne les questions de violence sexuelle. On pense à l'affaire Roson, mais également dans des débats, et dans l'affaire Roson, évidemment, ça s'imposait concernant tout le milieu culturel québécois. Et donc, je le remercie d'avoir accepté d'être là. C'était pas très évident de rentrer ça dans son agenda. C'est finalement pour ça qu'on arrive par la même, on repart par la même, mais il reste que je le remercie d'avoir rendu ça possible. Et puis,
elle a quand même rédigé un certain nombre d'articles sur ces questions-là, notamment les femmes et la justice au Canada, quelle justice? Et au fond, c'est un peu aussi sur ces constats-là que sa présentation ou ses présentations seront porteront. Bon, finalement, il y a Pierre Trudel. Je ne sais pas s'il faut le présenter. Nous, on le connaît parce que eux deux là, qui sont ici, là, ça a été lui, il a été leur professeur à eux deux. Alors, je vais le remercier puisque lui, il a déjà passé devant cette assemblée. Vous étiez là, Pierre, hier. Et puis, on en a profité qu'il était sur place finalement pour l'exploiter jusqu'à la dernière goutte. Et donc, merci de participer. Bon, Pierre Trudel, vous le savez, il agit actuellement comme chroniqueur au Devoir, mais il a déjà fait beaucoup plus que ça, hein, puisque c'est un spécialiste du droit des communications et puis il a beaucoup de titres sur beaucoup d'instances différentes. Il a accompagné, je dirais, l'évolution du droit des communications, du droit des médias sur le plan québécois comme sur le plan canadien. Et il est l'auteur principal du premier traité sur le droit et le cyberespace. Et c'était un traité, je dirais, phare, en fait, du Centre de recherche en droit public à l'époque, parce qu'on n'avait jamais traité jusque-là de cyberespace. Et puis la question, c'était de savoir est-ce qu'il y a un cadre juridique pour régir les relations qui se déroulent dans le cyberespace. Depuis, c'est un traité qui a été écrit il y a plus que 20 ans maintenant. OK, on ne dira pas combien d'années. C'était vraiment la première grande œuvre sur ces questions-là. Depuis, évidemment, ça a beaucoup évolué, mais il a suivi cette évolution-là. Puis une partie, en fait, de ses prises de parole aujourd'hui, de ses articles dans le Devoir, traite, en fait, de la continuité de ça, de ce que ça signifie aujourd'hui, de même qu'aussi qu'un certain nombre de questions touchant à la liberté d'expression, qui a toujours été son élément, je dirais, secondaire. C'est parce que dans toute la question du droit des médias, c'est toute la question aussi de la liberté de la presse, d'une certaine façon, et par extension aussi un espace, pour ce qui est des médias, de liberté d'expression. Donc, il a toujours eu cette question-là de la liberté d'expression dans ses questionnements. Et puis, alors, je veux le remercier d'avoir accepté de participer à cette table ronde, notamment avec deux anciens étudiants qui ont démontré finalement qu'on ne perd pas toujours notre temps à l'université, là, puis que de temps en temps, on réussit à en réchapper. Alors, je vous remercie donc tous d'être sur cette table ronde-là. Et puis, bon, on s'est dit ce matin, on a mangé ensemble. Là, il y a un véritable problème parce qu'on a tellement discuté de choses que je ne sais plus ce qu'il nous reste à dire maintenant, mais quitte à surenchérir sur ce qu'on a déjà dit ensemble, on traiterait en fait de la question sur trois aspects, mais vous allez voir que ça s'entremêle et peut-être qu'à la fin, il y aura juste une seule question, celle qu'on aura posée au début, qui est la question de est-ce que l'institution judiciaire peut servir d'espace public? Deuxième question, à quelles conditions? Et puis, finalement, dernière question, sous quelles contraintes? Et le discours juridique, c'est un discours spécifique. La sphère et l'espace judiciaire est un espace complètement spécifique également. Mais en même temps, c'est un espace public dans le sens où une partie quand même de ce qui est décidé, entendu, déclaré dans cet espace-là peut connaître un certain retentissement dans les médias, notamment, ce qui pose d'ailleurs la question des relations entre l'institution judiciaire, ce qui déroule le monde des médias et par conséquent l'espace public là, construit socialement là, en bonne partie parce qu'il est relayé au fond par les médias. Et ça explique un peu pourquoi Pierre aussi a accepté de participer à cette table ronde. Donc, deux intervenants qui ont travaillé sur des cas précis de ça et puis une approche plutôt sur cette question-là du caractère public, mais en fait, c'est un peu ce dont on va tous parler. Alors, je lance la première question et puis, bon, on prendra la balle, celui ou celle que ça intéresse. Est-ce que l'institution judiciaire peut vraiment servir d'espace public? Alors, qui veut intervenir d'abord sur cette question? Marc, je sens que ça te tente. C'est sûr, ça me tente. C'est sûr, ça me tente parce que pour nous, les tribunaux servent déjà de ce type d'espace de délibération publique. C'est clair. On tente de les utiliser comme ça et des fois, on y arrive aussi. Pour prendre un exemple parmi d'autres, puis il y en aurait beaucoup, c'est quand la Cour suprême a décidé, il y a 2 ans, en mars 2021, que la loi sur la tarification fédérale du carbone était constitutionnellement valide. Et dans cette décision, elle a dit des choses comme les changements climatiques constituent un défi existentiel. Il s'agit d'une menace de la plus haute importance pour le pays et pour le monde. Et
l'existence incontestée de cette menace pour l'avenir de l'humanité ne saurait être ignorée. Alors, quand la Cour suprême dit ça, en fait, elle ne dit rien de nouveau. Le GIEC le dit déjà depuis des années, les médias en parlent, on a des films, Inconvenient Truth, on a Don't Look Up, on sait déjà tout ça. Alors, il y a déjà l'éco-anxiété de toute une génération qui a déjà bien imprégné ça. Donc, la Cour n'est pas venue dire quelque chose de nouveau. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit ça dans un jugement et tout à coup, soudainement, c'est pas les écolos qui disent ça, c'est la Cour suprême, avec tout son statut, avec toute son autorité, avec 6 juges sur 9 de la plus haute instance au pays. Et là, on a un appui, on a un fondement pour dire ça, non plus dans les sphères politiques. Ce n'est plus une question de science. Maintenant, on a un appui juridique. Et ça change la donne. Et là, on ne peut plus retourner en arrière. Alors, des affirmations comme ça dans des jugements, parce qu'évidemment, des jugements, ce n'est pas juste des conclusions ordonnées, si, condamner ça, c'est aussi motivé, c'est aussi des affirmations comme celle-là. La force de ces mots-là, on la connaît bien, les plaideurs dans des dossiers d'intérêt public, nos clients connaissent très bien ce phénomène et donc on travaille très fort pour aller chercher ça. Et c'est là où, justement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des très beaux débats devant ces instances, des débats sur des enjeux d'intérêt public, sur des questions qui ont un aspect certainement politique. Et vous comprendrez, je ne suis pas théoricien, là, je suis vraiment praticien. Et nous, l'équipe du Centre québécois des droits de l'environnement, on travaille typiquement avec des citoyens individuels, avec des groupes citoyens, avec des groupes environnementaux. On travaille auprès de ces personnes-là qui disposent de moyens complètement hors de proportion, souvent avec nos adversaires, qui sont soit des entités étatiques, soit des entreprises qui ont vraiment des moyens disproportionnés. Donc, des situations de David contre Goliath, on connaît très, très bien, on en voit constamment. Et justement, la liberté d'expression ne se vit pas de la même façon par tous les acteurs, c'est sûr. Alors, pour la personne moyenne, il y a certainement quelque chose d'important à dire sur un sujet d'intérêt public qui est peut-être préoccupé par les impacts environnementaux ou de santé publique. Cette personne-là, évidemment, voudrait s'exprimer, mais elle a des contraintes. Elle doit le faire en son nom personnel. Elle ne peut pas le faire nécessairement toujours à titre de représentant d'une autre entité. Donc, elle s'expose elle-même. Elle a des contraintes avant même de s'exprimer, avant même de prendre la parole. Et que ce soit clair pour tout le monde, des Erin Brockovich au Québec, c'est impressionnant à quel point il y en a des centaines, voire des milliers. Mais il reste que même les personnes les plus motivées, les plus engagées, les personnes les plus instruites et les plus informées, même ces personnes-là ressentent une crainte constante, palpable, que la fameuse épée de Damoclès d'une poursuite bâillon va leur tomber sur la tête. Et cette contrainte-là fait en sorte que on voit déjà une pression sur la liberté d'expression de ces personnes-là. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin, en fait, de pallier je dirais cet écart entre les moyens des différentes personnes. C'est très concret. Si je peux juste continuer là-dessus, c'est très concret pour nous. C'est pas une impression, c'est pas de la spéculation, ce que je vous dis. Pour prendre un exemple parmi d'autres, juste hier, dans le transport en venant vers Chicoutimi, j'ai reçu un appel. Et ce qu'on m'explique, c'est que il y a une filière émergente en ce moment au Québec que je ne nommerai pas, mais il y a un ensemble de projets à différents endroits dans la province qui sont sur la table et il y a des citoyens qui veulent d'abord comprendre avant même de s'exprimer. Ils veulent comprendre de quoi il s'agit. Donc, des citoyens qui font des demandes d'accès à l'information à des organismes publics. Et l'entreprise privée a envoyé plusieurs mises en demeure à des citoyens qui ont fait des demandes d'accès à l'information. On ne parle pas de personnes qui sont allées publier des lettres ouvertes dans des journaux. On ne parle pas de personnes qui sont allées faire des vidéos sur YouTube que tout le monde sur la planète peut voir. On parle de demandes d'accès à l'information dans un contexte où ces personnes-là croyaient, bon, à tort ou à raison, que leur nom, leurs coordonnées ne seraient pas dans les mains de l'entreprise concernée. Alors, voyez-vous, regardez bien ce triangle qu'on a
On a un sommet qui représente les citoyens qui essayent d'exercer leur droit d'accéder à l'information, leur droit de questionner, de participer à des débats publics. Et un autre sommet, c'est l'organisme public qui, lui, détient l'information, mais qui lui a été fourni par un tiers, par l'entreprise privée, qui se tourne vers l'entreprise privée pour lui demander son consentement à la divulgation de cette information. Et vous avez le troisième sommet, qui est en fait l'entreprise privée qui, elle, typiquement, va être une corporation, par exemple, une société par action. Donc, les âmes dirigeantes vont généralement bénéficier d'une protection contre leur responsabilité personnelle. Donc, on a évidemment ce rapport de force, cette disparité entre les moyens. On parle souvent des moyens financiers, mais on a aussi une grande asymétrie dans l'accès à l'information. On a une grande asymétrie dans l'accès à la justice et cet écart-là, il est vraiment très concret et très réel. Oui, ben c'est troublant un peu, hein, d'une certaine façon, quand tu dis finalement, on a un appui juridique maintenant et pas seulement scientifique. Moi, je pensais que c'était l'appui scientifique qui comptait, là, mais on peut toujours s'illusionner comme universitaire sur la force de la science. Et cette question-là, que les gens qui y vont pour les autres, en fait, sont profondément seuls, d'une certaine façon, en partie parce que souvent la justice individualise les choses. Mais je suis surpris de cette affaire de poursuite Bayon. Je suis un des rédacteurs, sinon le principal rédacteur du rapport qui a conduit à l'adoption d'une loi contre les poursuites Bayon. Et puis finalement, tu me dis que ça ne marche pas. Mais... C'est que c'est sûr que ces mécanismes sont très importants. On a fait une grande avancée en intégrant dans le code de procédure des dispositions là-dessus, c'est sûr, mais on n'a pas de baguette magique. Puis je ne pense pas que ça peut exister, une baguette magique qui fait disparaître, pouf, comme ça, dès le début, une poursuite Bayon ou une démarche Bayon. Et ça fait en sorte que souvent, il faut se rendre à une audience, il faut se rendre à un jugement, il faut souvent engager des avocats qui vont être capables de plaider, de faire valoir ces mécanismes-là. Et ça veut dire que pour une entreprise qui est capable de se payer des honoraires d'avocat versus pour un citoyen, une citoyenne qui souvent n'a pas la capacité de se rendre jusque-là, cette pression, elle s'exerce pas juste quand on est rendu devant le tribunal, elle s'exerce bien en amont. La personne va choisir ses mots, va moins s'exprimer, va s'exprimer plus timidement, va faire très attention et finalement, on voit une inégalité qui se retrouve finalement dans le discours public. On est venu même en amont faire en sorte que ce qui est exprimé, ce qu'on peut prendre connaissance dans la sphère publique est déjà influencé par tous. Donc, c'est le judiciaire contre l'espace public là, dans ce cas-ci, plutôt que le judiciaire comme l'espace public. Intéressant. Peut-être demander à Rachel, qu'est-ce que tu en penses à partir d'une expérience? C'est contre l'espace public? Non, mais oui, tu peux en parler également puisqu'on est sur ce sujet, mais la question de savoir, est-ce que, la question qu'on voulait poser, est-ce que le système judiciaire, les tribunaux peuvent servir d'espace public? Mais en fait, d'une perspective féministe, j'ai beaucoup réfléchi à ta question, surtout hier soir. Le système judiciaire, le système judiciaire est un lieu de délibération publique dans la mesure où c'est un lieu accessible au public. Hein? L'appareil judiciaire, puis ça fait partie du processus d'accès à la justice, puis d'accès à une justice pleine et entière. On reconnaît d'emblée que la justice doit être publique. Donc, un aspect intéressant des tribunaux, c'est que tu peux faire, quand tu es à procès, tu peux demander à des gens qui te soutiennent de venir avec toi, d'être assis à titre de spectateur. Tu peux aller chercher et tu peux, les gens qui sont dans le processus judiciaire peuvent être nommés. Tu peux nommer les personnes qui sont accusées. Bon, il y a quand même cet aspect-là du processus qui fait que, oui, d'emblée, on pourrait dire que tout espace judiciaire est un espace public d'emblée. Cela dit, est-ce que c'est un lieu où on peut entamer le débat ou mener le débat d'une manière fructueuse du point de vue des groupes de revendication? Je pense que pour les féministes, cette question-là est un peu complexe parce que les féministes ont un rapport assez ambigu au monde des tribunaux. Puis là, je vais peut-être, là, je vais contrevenir à l'ordre et à la discipline, puis je vais mélanger un peu les questions, mais bon,
je ne suis pas la première à le faire, mais si on réfléchit à un problème. Non, Marc est le premier Oui, responsable ben de ce c'est ça. détournement. Donc, je vais simplement poursuivre là-dedans. Mais je pense que, bon, quand je dis les féministes ont un rapport complexe aux tribunaux, faut quand même pas perdre de vue que le tribunal n'est pas un espace exempt de rapport de pouvoir, même si on tend à vouloir s'imaginer qu'il y a une égalitarisation des forces en présence et que le juge est là ou la juge est là pour s'assurer que tout le monde est traité de façon équitable et égale. On le sait très bien que dans les faits, c'est loin d'être aussi simple. Et souvent, la réalité des féministes, c'est un peu écrasé c'est un peu frappé au monde de la réalité dans les tribunaux. C'est-à-dire que il y a je pense entre autres à l'affaire Nape contre Terre-Neuve, où les infirmières ont vu leurs revendications en matière de droit à l'égalité et de non-discrimination par rapport à l'équité salariale se fracasser contre la réalité du budget de Terre-Neuve. Et, bon, dans cette cause-là, Terre-Neuve avait promis un rattrapage salarial important aux infirmières. Il a été décidé de ne pas verser ce rattrapage-là sous prétexte qu'on n'en avait plus les moyens. Et sous simple déclaration sous serment du ministre du ministre des Finances de Terre-Neuve, la Cour suprême, reconnaissant le droit à l'égalité des infirmières de Terre-Neuve, reconnaissant l'atteinte à leur droit à l'égalité, la discrimination dont elles avaient été victimes en matière salariale, le fait que ce rattrapage salarial-là était nécessaire à l'avènement de leur droit à l'égalité, a quand même donné raison au gouvernement et a permis au gouvernement de ne pas donner suite à ses obligations en matière de discrimination. Les infirmières n'ont jamais eu leur rattrapage salarial parce que simplement, la main sur la Bible, un ministre des Finances est venu dire « Ah, mais vous savez, c'est triste, on n'en a plus les moyens, alors. » Voilà. Et la Cour suprême de dire « Ah, ben oui, mais si vous n'en avez plus les moyens. » Voilà. Et donc, c'est bon, les féministes ont ce rapport-là aux tribunaux qui fait qu'on ne sent pas toujours le tribunal comme un lieu vraiment où justement on peut exprimer d'une manière constructive et fructueuse nos revendications et où on va faire, et qui vont vraiment servir à faire avancer les revendications. Puis là, après ça, on pourrait parler des rapports très difficiles et conflictuels en matière de violence sexuelle. Bon, tout comment je pourrais dire, le contentieux que les femmes et les féministes ont à l'égard des tribunaux en matière criminelle. Bon, les tribunaux en matière criminelle n'ont pas été vraiment un lieu de débat public fructueux pour les féministes en ce qui concerne l'agression sexuelle, violence conjugale et violence à caractère sexuel. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a revendiqué beaucoup le tribunal spécialisé parce qu'on le voyait comme un lieu justement où on réussirait à revoir un peu ce rapport de force inhérent qui semble constituer même l'appareil judiciaire et un peu venir teinter la discussion à l'intérieur des tribunaux. Cela dit, une fois que j'ai dit tout ça, il y a quand même des moments où le tribunal a été, pour les féministes, un moment fructueux de débat. C'est sur toute la question du droit à l'avortement, où on peut dire que dans ce débat-là, la Cour suprême particulièrement a été un porte-voix extraordinaire aux revendications féministes en matière de droit à la libre disposition du corps. L'affaire Morgenthaler est vraiment un cas d'école où, il faut le dire par une courte majorité, la Cour suprême va vraiment va vraiment reprendre à son compte les arguments mis de l'avant par les personnes plaidant pour le droit à l'accès libre et sans contrainte à l'avortement pour les femmes. Il va vraiment reprendre l'argumentaire amené par ces groupes-là en termes de droit à la vie, à la sécurité, à la santé psychologique, et va s'y approprier et va participer à la création du consensus là-dessus. Et ce qui est intéressant de toute la question sur l'accès au droit à l'avortement, c'est qu'avant Morgenthaler, même s'il y avait quand même une sympathie forte à l'égard de la position pro-liberté de choisir ou pro- droit au choix, il y avait quand même un clivage profond, puis il n'y avait quand même pas un consensus fort autour de cette question-là. Et d'ailleurs, c'est cette absence-là de consensus qui faisait que les politiciens refusaient de se prononcer sur la question et qu'on gardait l'espèce de compromis un peu boiteux qui avait été adopté par Pierre-Éliott Trudeau en 1969, où on avait ouvert le droit à l'avortement médicalisé ou à l'avortement dit thérapeutique, mais de telle façon qu'on en rendait à toute fin pratique l'utilisation impossible.
Et pendant toutes ces années, malgré le problème, les politiciens refusaient à toucher à cette question-là, sentant justement qu'il n'y avait pas de consensus fort autour de la question. Puis les politiciens n'aiment pas trancher sur les questions où il n'y a pas de consensus. Et c'est les tribunaux qui ont été qui ont fait pencher la balance. Je ne pense pas que ce sont les tribunaux qui ont modifié la réflexion sociale qu'on avait sur le droit à l'avortement, mais les tribunaux ont choisi un camp. Et en choisissant un camp, ben, ils ont été le point de bascule qui a permis à ce camp-là, finalement, d'aller récupérer le consensus. Et là, oui, non seulement les tribunaux ont été un espace public significatif et signifiant pour les féministes, mais ça a été vraiment pour ces groupes-là, à ce moment-là, un espace où on a réussi à amplifier un peu comme disait Marc, où tout d'un coup, c'était plus juste une gang de féministes qui disaient qu'on devrait donner le droit à l'avortement, le droit à l'accès à l'avortement. Là, c'était rendu un arbitre considéré plus neutre et plus objectif et moins biaisé, qui là se fait le relais et dit, oui, mais on est d'accord, on pense que c'est elles qui ont raison. Et là, ça a fait la différence. Donc, je pense que oui, oui, tout le temps un espace public intéressant qu'on a envie d'investir, ça dépend. Ce serait peut-être dans les conditions. Là. Tu sais, c'est un espace public à quelles conditions? C'est lorsqu'on est dans une situation où il y a quand même une possibilité que ça apporte, parce qu'il y a eu beaucoup de situations où, malheureusement, le tribunal n'a pas été un espace fructueux pour les féministes. Bon, là, je pourrais revenir sur May, entre autres, qui est un exemple où, pour les féministes, il y a non seulement le fait d'être défait devant les tribunaux n'a pas permis aux féministes d'obtenir, la reconnaissance de la prééminence du droit à l'égalité, de faire reconnaître que le droit à l'égalité est un droit qui devrait primer sur d'autres considérations. Ça a été le premier échec des mouvements féministes dans l'Inde. Bon, après ça, les infirmières n'ont pas eu leur argent. Et c'est pas, et cette défaite-là n'a pas causé un mouvement public qui aurait pu pallier à la défaite, dans la mesure où cette défaite-là, malheureusement, n'a pas pu être utilisée comme un fait de mobilisation sociale pour faire changer les choses. Alors que dans d'autres situations, même une défaite juridique peut justement être un moment où, on en discutait ce matin, là, je récupère les propos de quelqu'un d'autre, mais il avait très raison. Parfois, la défaite n'est pas une fin en soi, puis la délibération publique qu'on obtient, même à travers une défaite, demeure quelque chose d'intéressant pour les mouvements qui veulent faire changer non seulement l'état du droit, mais aussi l'état de la société. Mais à d'autres moments, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Puis là, c'est coûteux une défaite. C'est coûteux parce qu'on a engagé énormément de force dans la bataille. Puis quand, malheureusement, il n'y a pas de conclusion positive, ça fait beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie engagée pour lui. Donc, il y a un risque de régression, en fait, par rapport à l'état même de l'opinion publique sur certaines questions, si jamais cette orientation-là n'est pas avalisée par la Cour. Et à ce moment-là, il n'y a pas l'affirmation officielle qu'il y a consensus maintenant là-dessus, puisque la Cour déboute finalement les demandeurs dans ces cas-là. Oui, puis ça risque de provoquer un effet de refroidissement puis un effet de désinvestissement des groupes par rapport à ces questions-là. En même temps, ça prouve quand même une forme de porosité entre le système de justice et puis l'espace public comme on l'entend généralement, c'est-à-dire l'espace de quoi physique, là, la manifestation, par exemple, ou la prise de position dans les médias, conférences de presse, etc., puis occupation de l'espace médiatique. Il y a quand même la possibilité d'une porosité entre les deux. Ben, je pense que oui, on ne peut pas l'éviter. Parce que c'est... en fait, je pense que c'est la force d'avoir un système de justice qui se veut ouvert et qui fait de la question d'exister dans le regard du public une question sine qua non à l'avènement d'une réelle justice. Le fait que la justice est publique. Oui. Puis je pense que cette vision-là est réussie justement quand la porosité existe, parce que c'est la raison d'être d'ouvrir la porte du tribunal au public, à mon humble avis. Pierre, est-ce que le système de justice peut être un espace de délibération? Ben moi, je pense que si c'est vrai que le système de justice, si c'est un espace de délibération, c'est un espace de délibération largement imparfait, largement structuré souvent pour compliquer la délibération. Mais il
il me semble qu'il y a un intérêt à examiner dans quel type de corridor l'espace judiciaire peut constituer un espace de délibération qui peut permettre des gains. Évidemment, comme tout processus judiciaire, parfois on a gain de cause, parfois on n'a pas gain de cause. Et donc, il faut, je pense, regarder ça de façon plus générale. Il y a des situations où même le fait de ne pas avoir gain de cause peut comporter un certain nombre de conséquences favorables. Et je voudrais, peut-être pour illustrer un peu mon point de vue, je voudrais peut-être revenir sur les propos de Daniel Weinstock en ouverture de colloque, qui déplorait le fait que la Cour suprême du Canada, dans des décisions relatives à l'obscénité ou à la propagande haineuse, avait mis de l'avant un certain nombre de notions qui, disait-il, ne permettent pas à un fonctionnaire de savoir exactement quoi faire. Par exemple, il donnait l'exemple de douaniers qui, voyant du matériel à caractère sexuel qui provenait là, de milieux LGBTQ et autres, avaient considéré que c'était inacceptable, avait fallu retourner devant les tribunaux. En fait, ce que les tribunaux, ce que peuvent bien faire les tribunaux comme lieu de délibération, c'est de constituer un espace de débat et de discussion autour justement de la signification et de la teneur de ces notions floues ou à contenu variable qui sont des inévitables. Par exemple, s'agissant de l'obscénité, ben c'est défini dans le Code criminel depuis plus d'un siècle comme étant l'exploitation indue des choses sexuelles avec ou sans violence. Et il se trouve en effet que lorsqu'on a ce genre de d'énoncé dans une loi, ben, ça commande à l'interprète d'aller s'enquérir de ce qui est tenu pour être une exploitation indue. Et s'agissant de l'obscénité, on sait bien que ce qui était au début du 20e siècle, montrer une cheville d'une personne pouvait être de l'exploitation indue, alors que de nos jours, on a une vision beaucoup plus différente de l'exploitation indue. Mais si on observe ce qui s'est passé justement au cours des dernières décennies, ben, c'est une certaine présence, notamment des mouvements féministes, pour rebondir sur ce que Rachel Chagnon mentionnait, qui ont lutté, pas toujours avec succès, mais qui ont quand même lutté et travaillé très fort pour convaincre les tribunaux que l'exploitation indue devait s'entendre d'une exploitation qui niait la dignité des femmes, considérait les femmes comme des objets ou des jouets, et par conséquent faire entrer dans, si on veut, le raisonnement à partir duquel on déduit que tel ou tel contenu constitue une exploitation indue, ben, des raisonnements qui avaient été à l'origine développés par plusieurs autrices qui ont développé et ont fait la démonstration que ce type de discours, ce type d'image était essentiellement contraire au droit à l'égalité. Et donc, dans ces cas-là, très souvent, les tribunaux ont été des espaces de discussion, des espaces de délibération. Plus globalement, on pourrait faire le même raisonnement à l'égard de cette notion de personne raisonnable qui est au cœur de nos lois et qui connaît aussi des évolutions. La personne raisonnable des années 1950, c'était une personne raisonnable qui, lorsqu'elle était mariée et subissait la violence du conjoint, n'avait d'autre choix que de divorcer, puisque les tribunaux à l'époque considéraient que c'était raisonnable, finalement, de considérer les choses comme ça. Dans les années 70-80, ben, les tribunaux ont changé, suite bien sûr à des différentes démarches, ont fini par changer et ont fini par reconnaître qu'il n'y avait rien là-dedans qui pouvait correspondre à la personne, au standard de la personne raisonnable. En quelque sorte, les tribunaux sont un petit peu une sorte d'éponge entre la société, entre les mouvements sociaux
et le droit, notamment, on le voit beaucoup, je pense, lorsqu'on regarde l'évolution des notions floues et des notions à contenu variable et le sens que les tribunaux y donnent. Alors là, il me semble y avoir un certain espace pour construire et éventuellement structurer des délibérations qui permettent de faire avancer les choses. C'est un espace qui est évidemment loin d'être parfait. Et je peux quand même donner d'autres exemples. La notion de délai raisonnable fait l'objet de ces débats. La notion de consentement, voilà un exemple particulièrement parlant, c'est-à-dire que ces discussions qu'on a vues au cours des dernières décennies sur cette notion de consentement, notamment en matière de sexualité ou de violence sexuelle, les tribunaux ont fini par en absorber plusieurs éléments et ont répondu en émettant un certain nombre de précisions sur ce qui constitue un consentement, alors qu'il fut un temps où un consentement était envisagé selon une méthode très libérale, c'est-à-dire tu as consenti, alors vis avec ce que tu as consenti. Même chose pour le mariage des personnes de même sexe, qui, faut-il le rappeler, a été, avant que le législateur se prononce, a été validé par les tribunaux. En somme, et Rachel le soulignait, Rachel Chagnon le soulignait, les politiciens sont l'espace politique est souvent un espace extrêmement mal organisé pour résoudre des enjeux déchirants, des enjeux difficiles. Rachel Chagnon soulignait bien que les politiciens n'aiment pas se prononcer dans des questions trop controversées, alors que le juge n'a pas le choix. Le juge doit répondre. Il répond souvent de façon imparfaite, il répond souvent à partir de son background culturel, mais il doit y répondre. Et donc, dans ce sens-là, il y a un espace, il y a une fenêtre intéressante d'opportunité pour quiconque souhaite amener dans l'espace public des enjeux ou des questions qui sont importantes. Évidemment, une des conditions, il me semble, qui est tout à fait sine qua non pour que ça puisse véritablement fonctionner, c'est un milieu judiciaire ouvert, un milieu judiciaire pluraliste, diversifié. Et moi, comme formateur de juristes, des juristes qui sont pas uniquement calibrés pour travailler pour les multinationales, mais qui sont calibrés pour travailler à tous égards. Et ça, il y a évidemment je me permets de dire, il y a un enjeu, c'est-à-dire qu'on a un barreau qui, dans beaucoup de provinces, mais ici, c'est un peu la même chose, est calibré souvent pour défendre une façon ou une certaine catégorie d'intérêts. Et ça, c'est sans doute une entrave et une difficulté lorsqu'on envisage de regarder l'univers judiciaire ou l'espace judiciaire comme un espace de libération. Ouais, merci. C'est certain que si la profession se définit on se définit comme une entreprise, par transposition, ça oriente un peu la façon dont on oriente sa propre pratique. Parce que là, entre entreprises, on peut toujours se comprendre. C'est un gros problème sur le modèle, en fait, de la pratique du droit aujourd'hui. J'ai trouvé ça intéressant, cette question sur la notion sur la question des notions floues, notamment sur la question de la personne raisonnable. Je ne suis pas sûr que c'est toujours un gain. Comme j'ai dit, lorsqu'on a remplacé la notion de bon père de famille par la notion de personne raisonnable, je me disais, est-ce qu'on vient vraiment de gagner quelque chose? Parce qu'un bon père de famille n'est forcément pas une personne raisonnable. Enfin, on voit que les mots, des fois, recèlent une signification cachée, mais c'est une vraie question. Alors, là, je vois Rachel qui sourit là-dessus, mais ça nous amène finalement à cette autre question que tu as introduite, c'est-à-dire, OK, parfois oui, parfois non, mais la question finalement, c'est à quelles conditions le système de justice peut-il servir d'espace délibératif? On voit que ce n'est pas dans n'importe quel contexte, il y a des conditions sous-jacentes ou inhérentes. C'est de ça dont peut-être on pourrait parler maintenant. Rachel, peut-être là-dessus, parce que tu voulais intervenir, mais peut-être sur la question de la personne.
Il y aurait beaucoup à dire sur la question de la personne raisonnable. Puis d'ailleurs, certains ont écrit là-dessus pour dire que finalement, la personne raisonnable, c'était le bon père de famille remixé. Mais bon, ça, c'est une autre chose. À quelles conditions? C'est un autre débat. Mais en fait, je pense que la perspective est un peu plus subjective parce que si tu me demandes à quelles conditions l'espace judiciaire peut être un lieu délibératif, ben, en fait, je rajouterais un lieu délibératif intéressant parce que je pense que bon, c'est ça qui fait la différence. Si je pense, moi, j'ai travaillé beaucoup sur les questions de violence conjugale, donc c'est le domaine où j'ai quand même j'ai quand même une perspective. Je pense que si je me situe dans la perspective où je suis, puis si je regarde les choses à partir des projets sur lesquels j'ai travaillé, avec les groupes avec lesquels j'ai travaillé, on a ressenti le tribunal comme un lieu de délibération, un espace public de délibération intéressant dans la mesure où on était capable, à travers la délibération judiciaire, à travers le procès, de faire d'utiliser le tribunal comme porte-voix des préoccupations féministes et faire pencher la balance, en fait, recevoir comme une espèce de sceau d'approbation sur certaines revendications pour que ces revendications-là ne soient plus que des revendications, mais deviennent de la jurisprudence, deviennent du droit accepté. Je pense que la question du consentement soulevée par mon ancien professeur, initiation au droit. Donc, première semaine, première année de droit, c'était quelque chose. Donc, l'idée que, par exemple, pour la question du consentement, on a vu avancer dans le droit criminel la définition du consentement, on l'a vu se développer pratiquement sous nos yeux parce que au fur et à mesure qu'on retournait devant les tribunaux, que c'était plaidé, que les juges peaufinaient, raffinaient, admettaient que la définition était incomplète ou remarquaient les manques dans la démonstration de ce qui est ou de ce qui n'est pas un consentement. Et ça, c'était beaucoup à travers bon, la collaboration, par exemple, entre les procureurs de la couronne et les regroupements féministes qui soutenaient les victimes parce que un élément quand même qu'il faut nommer à travers ça comme lieu de délibération fructueux, c'est qu'il faut qu'il y ait une espèce de syncrétisme, en tout cas, il faut qu'il y ait une coordination forte entre, d'une part, la personne qui est au tribunal et qui porte la cause sur ses épaules, et justement les groupes qui veulent faire avancer certaines revendications et les acteurs judiciaires qui, eux, gèrent le processus. Il faut que ces différents acteurs-là soient minimalement coordonnés entre eux pour qu'il y ait comme une espèce de synergie qui va justement faire prendre la mayonnaise, là, qui va faire en sorte que quelque chose de positif, ben, aux yeux des groupes, parce que bon, à d'autres yeux, c'est peut-être pas toujours positif, parce que une des considérations à prendre quand même par rapport à ça, c'est que on est dans le débat, on est dans des positions qui s'opposent, et si nous, on croit fermement que on doit obtenir, par exemple, la reconnaissance plus explicite de la question de la violence conjugale en matière de divorce, il y a des gens à l'autre côté de la table qui ne pensent pas comme nous. Et qui eux aussi s'organisent et qui eux aussi considèrent que le débat, pour que le débat soit fructueux, ce serait normalement leur point de vue qui devrait l'emporter. Puis ça, ça fait partie de... Je pense que à ce niveau-là, le tribunal, le procès est quand même un lieu intéressant parce qu'il y a cette espèce d'organisation du débat qui est intéressante, qui est qui a un effet civilisateur sur le débat, si on veut, mais quand même qui impose son lot de contraintes. Mais si on revient aux questions, selon moi, c'est quoi les conditions gagnantes, que ce soit un lieu de délibération publique, c'est vraiment ça. Il faut la bonne cause, il faut le bon porteur de ballon, la bonne porteuse de ballon, il faut un bon appui. Et c'est sûr que les recours collectifs sont intéressants à ce niveau-là parce que ça permet de faciliter cette synergie-là. Mais encore, c'est ça, faut-il que le groupe soit cohérent, que la personne soit bien représentative. Il y a beaucoup de conditions logistiques et techniques parce que le droit est vraiment
constituées de ça, qui rendent l'exercice extrêmement, parfois lourd à porter, pour ne pas dire onéreux aussi, parce qu'il y a toute la question de l'accès économique à la justice qui se pose. Mais quand ces conditions-là sont réunies, c'est vrai que pour les féministes, ça a été extrêmement, à plusieurs reprises, ça a été positif sur la question du consentement, sur faire avancer la question de la reconnaissance de la violence conjugale, en matière de travail aussi pour les féministes. Il y a la reconnaissance du droit de préserver son emploi lorsqu'on est en congé de maternité, la reconnaissance à des salaires équivalents pour un travail équivalent. Il y a eu quand même beaucoup de gains qui sont venus de cette capacité-là à créer cette synergie-là. OK, donc les conditions parfois se trouvent réunies, mais c'est beaucoup de conditions là, qui ne sont pas nécessairement toujours alignées. Mais tu soulignes quand même ce truc, parce que là, on parle de délibération, enfin, d'espace public, de liberté d'expression, que dans le fond, il faut que la bataille qui se mette, parce que la délibération, c'est parce qu'il y a des positions en tension les unes par rapport aux autres. Et puis là, cette transposition-là dans l'espace judiciaire est possible, mais quand même, il y a des conditions qui la rendent plus facile que d'autres, là. Notamment la difficulté de traduire juridiquement dans les langages du droit des positions qu'au départ ne sont pas des positions juridiques, mais des positionnements sociaux ou sur des orientations générales. Marc, sur cet aspect-là, peut-être en réponse après du côté de Rachel. Oui, et justement, le concept que Pierre Trudel mentionnait tantôt, que les tribunaux peuvent, à l'occasion, être des éponges de ce qui se passe en général dans la société. Sauf que l'image, pour moi, c'est moins peut-être une éponge, plus comme un terreau difficilement fertile qu'il faut travailler, labourer beaucoup, parce que c'est énormément d'énergie, d'efforts qu'il faut déployer pour que cette osmose finalement arrive. C'est beaucoup d'énergie pour justement rassembler les acteurs, la bonne cause, travailler en coordination avec tout le réseau qu'on doit développer, de travailler avec les journalistes plutôt que contre eux. Tout ça, c'est énormément de démarches et à armes inégales. C'est justement, pour un peu répéter ce que je disais tantôt, il faut absolument résorber l'écart, l'asymétrie entre l'accès à la justice du côté citoyen versus du côté de l'État ou du secteur privé. Et l'accès à l'information et l'accès à la justice, plus on est capable de réduire cet écart, plus finalement, oui, enfin, on arrive à ce que ça soit, finalement, on peut parler de liberté d'expression plutôt que de travail d'expression ardu et périlleux. Mais justement, on a besoin de le résorber. On est capable de le résorber des fois avec des outils comme l'aide juridique. Depuis que ça existe, on a une grande avancée. On est capable avec le véhicule qui s'appelle les recours collectifs. Depuis que ça existe, on a été capable de rééquilibrer un peu. On n'est pas rendu à ce que ça soit parfait. On y arrivera jamais, mais c'est déjà beaucoup mieux parce que là, avec un recours collectif, une entreprise ou une gamme d'entreprises qui font quelque chose qui finalement ne représente un préjudice, par exemple, que de quelques dollars par personne, mais qui affecte des millions de personnes, ça prend quelque chose comme un recours collectif pour qu'on puisse rééquilibrer parce que c'est impossible que chaque individu va aller saisir le tribunal pour récupérer son 2,86 $. Mais l'entreprise qui a réussi à extraire des millions année en année avec cette petite écart-là, ben, on a besoin de quelque chose comme le recours collectif. Alors, plus on met en place des systèmes qui viennent réduire cet écart, plus on est capable finalement de créer des espaces où ça devient un espace délibératif. Et justement, un des enjeux, c'est l'accès au tribunal par les particuliers ou par les groupes citoyens. Ça passe nécessairement par des avocats qui, des fois, gèrent le processus, mais des fois font partie intégrante de la stratégie. Des fois font vraiment un grand travail de ne pas juste traduire un débat qui est dans la société pour que ça soit compréhensible par le tribunal, mais font aussi un effort vraiment stratégique, un effort de vulgarisation, un effort auprès des médias pour que finalement toutes nos démarches devant les tribunaux soient comprises, soient véhiculées et aient un impact finalement. Parce que quand on mentionne l'idée que
on peut perdre devant le tribunal, mais ça reste possible d'utiliser ça comme un gain. C'est quelque chose que je connais bien parce que quand je perds devant le tribunal, évidemment, je ne m'assois pas, je ne m'arrête pas là. Pour moi, c'est la deuxième partie qui commence, puis il faut après utiliser ça et aller dans une autre arène, par exemple la sphère politique, médiatique, pour dire, regardez, on s'est essayé, l'état du droit était flou, où il y avait encore une question ouverte. Donc, des fois même, il y a une hésitation. Est-ce qu'on est mieux avec le flou plutôt que de risquer de cristalliser quelque chose qui finalement n'est pas favorable? Alors, on prend un risque très calculé, on y va, et quand on perd, eh bien là, justement, on est capable d'aller dire aux législateurs, regardez, on a quelque chose qui est inacceptable et qui est cristallisé, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et des fois, quand on a les médias de notre côté, ben, ça fonctionne, ça peut fonctionner. Je pense à un exemple concret assez récent. C'était l'accès à l'information sur les prélèvements d'eau, parce que l'eau est un bien commun. Ça nous appartient à toutes et tous, mais quand le citoyen fait une demande d'accès à l'information ou un organisme comme Au Secours demande par accès à l'information combien les entreprises multinationales comme Coca-Cola, Pepsi, Naya, Esca, tout ça, combien elles sont en train de prélever d'eau de la nature, l'accès à l'information est zéro parce qu'on disait ben c'est le secret commercial de ces entreprises-là qui se sont appropriées ce bien commun à partir du moment où elles l'ont mis en récipient et ensuite sont capables de le vendre et c'est leur chiffre d'affaires, donc c'est le secret commercial qui l'emporte. Pourtant, on a dans la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau, on a un principe de transparence et de participation du public à l'article 7. Donc, on a vraiment un dossier qu'on est capable d'aller porter devant le tribunal et dire, regardez, c'est écrit, toute personne a droit à accéder à l'information sur l'eau. Donc, le secret commercial ne devrait pas l'emporter, mais c'est aussi écrit dans les conditions et les limites prévues par la loi. Ça inclut le secret commercial, apparemment selon le tribunal, et même en appel, ça n'a pas fonctionné, mais justement, on a pu obtenir le projet de loi 20 qui fait en sorte qu'à partir du 1er janvier 2024, ces informations, en principe, devraient être accessibles au public parce que tout le monde considère que c'est inacceptable que les entreprises détiennent le monopole sur cette information sur un bien public. Oui, c'est intéressant, mais l'étape après, ça va être de vendre l'air en bouteille. Je vais peut-être réfléchir à ça. Est-ce que ça pourrait être considéré comme un secret commercial, la façon dont on... OK. Alors, ça pose une question qu'on a posée tout à l'heure aussi, là, c'est-à-dire, il y a dans les conditions et dans ce que tu dis, notamment sur le plan du recours collectif, qu'on appelle maintenant de l'action collective, il y a le mot collectif. Et je pense que là, il y a un élément dans les conditions qui fait la différence entre la personne seule qui se pointe contre le géant et puis la personne qui est moins seule et puis qui se présente contre le géant. Alors, il y a comment construire un géant à partir de positions qui sont des positions vécues individuellement, notamment lorsque les gens qui vivent une situation individuellement, c'est vrai pour la violence conjugale ou sexuelle, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres situations, ne se connaissent pas les uns les autres. Le collectif n'existe pas. C'est des trucs de... Alors, la grande difficulté de se reconnaître, c'est ce que Tocqueville pose comme question en disant qu'est-ce que font les gens qui veulent défendre une certaine cause? La première chose qu'ils font, c'est compter combien ils sont pour la défendre. Et donc, la question du collectif et de la mobilisation se pose inévitablement dans les conditions. Est-ce que sur cet aspect-là, parce que dans le cas du mouvement féministe, il y a eu cette possibilité-là de construire des collectifs. Ben, ça a été oui, ben dans tous les mouvements de revendication, je pense qu'on pourrait l'élargir, mais pour le mouvement féministe, c'est vraiment une condition gagnante. Puis une des conditions gagnantes pour le mouvement féministe, c'est que quand ça ne fonctionne pas à l'intérieur du droit, on se rencontre collectivement ailleurs. Pensez à moi aussi, qui est un bel exemple d'action collective quasi spontanée et organique, parce que c'est des gens qui ont réussi à interagir collectivement, même sans se rencontrer, sans s'organiser réellement, sans nécessairement beaucoup se concerter, mais qui a eu quand même un impact extrêmement important et pérenne. Donc, oui, c'est ce qui fait la différence. Puis même puis à l'inverse, c'est la difficulté quand on a une difficulté à collectiviser autour d'une question où là, peut-être que c'est plus difficile d'occuper l'espace public de manière efficace. C'est à partir d'une cause ou d'une personne où là, on tente parce qu'on en parlait récemment aux petites créances à Montréal récemment, il y a quand même une plaignante qui a réussi à obtenir des dommages punitifs et compensatoires contre son agresseur sexuel.
Et c'était quand même intéressant sur le plan du droit, puis ça pouvait quand même ouvrir la porte à une réflexion intéressante, mais là, c'était une cause aux petites créances, elle était seule, elle n'avait pas beaucoup, ça ne faisait pas partie d'une stratégie d'un groupe qu'elle dépose sa cause, c'était plus une initiative individuelle, et ça n'a pas vraiment eu de répercussions. Une des questions sur la répartition, c'est la question des médias, là, peut-être Pierre, sur cet aspect-là notamment, Ouais. ou sur d'autres choses. Là, En fait, mais c'est-à-dire, mais je pense que justement, sur les contraintes. pour que ce soit un espace Conditions. qui puisse faire avancer des délibérations sur des enjeux, ben, il faut assurer la transparence des processus judiciaires. Et structurellement, ben, les processus judiciaires sont souvent structurellement organisés pour faire en sorte que ceux qui sont immédiatement concernés peuvent avoir intérêt à ce qu'il y ait le moins de transparence possible. Hein. On peut s'entendre du côté de la victime, du côté de la couronne, du côté de la personne accusée, pour que ça soit le moins transparent possible. Alors, il y a, si on veut, une sorte de contradiction qui semble littéralement innée dans le processus judiciaire à l'encontre de la transparence. Donc, il y a souvent des discours particulièrement enthousiastes, tant et aussi longtemps que ça reste dans l'abstrait, même de la part des juges, sur l'importance de la transparence. Mais lorsque vient le temps de vivre cette transparence, c'est la confidentialité où le baillon retrouve ses droits en matière de secrets commerciaux, par exemple. Alors, autrement dit, cette lutte pour la transparence du système judiciaire et la capacité pour les médias de rendre compte de ce qui s'y passe, bien, elle est intrinsèquement liée à la capacité que l'on peut avoir de considérer le système judiciaire comme étant un espace de délibération. Et là, bien, évidemment, avec l'affaiblissement des médias et conjugué au fait que les médias sont souvent formés pour ne traiter qu'un aspect des questions, c'est-à-dire faire des vox pop et parler de politique, bien, forcément, ils sont souvent mal équipés pour rendre compte de ce qui se passe devant les tribunaux. C'est souvent confiné à un certain nombre de situations du droit criminel, souvent très peu concernés par les enjeux collectifs qui peuvent être associés à un recours privé, comme celui, par exemple, de cette personne qui obtient une indemnisation suite à un épisode de violence, à des épisodes de violence conjugale. Alors, donc, il y a un lien direct. C'est-à-dire, pour que ce soit un espace délibératif, il faut qu'il y ait transparence. Et il se trouve que très souvent, dans les enjeux réellement importants qui importent pour le public, cette transparence-là est sujet à des entraves considérables. Et donc, il y a un lien direct. Ce judiciaire ne peut pas être un lieu pour faire avancer les idées si il y a des aspects complets de l'information qui sont passés sous silence. D'autant plus qu'on est devant le paradoxe assez bizarre, selon lequel on n'est même pas capable de faire respecter les interdits de publication. L'histoire de cette petite fille qui avait été battue, qui a fini par mourir là, à Granby, là, qui avait soulevé énormément d'émoi, à juste titre. Ben, la photo de cette petite fille, à l'égard de laquelle il y avait pourtant des ordonnances de non-publication, ben, circulait dans les réseaux sociaux. Et donc, autrement dit, le système de justice et le système médiatique se trouvent en quelque sorte liés par des obligations au silence, et la transparence emprunte les voies détournées par exemple, des réseaux sociaux. Dans l'affaire moi aussi, c'est la même chose, c'est-à-dire que le processus judiciaire est tellement complexe qu'on en arrive à trouver plus efficace de rendre publiques les situations qu'on a vécues par le truchement des médias sociaux. Donc, le manque d'accès aux tribunaux fait en sorte qu'on utilise de plus en plus de voies détournées, mais qui n'ont pas nécessairement les mêmes garanties procédurales.
Alors, donc, la transparence est un enjeu crucial. La transparence des tribunaux, la transparence des processus judiciaires est un enjeu crucial lorsqu'on veut véritablement réfléchir là, à la capacité de ce processus-là pour contribuer à la délibération. Mais ça pose le problème du rôle des médias eux-mêmes, c'est-à-dire des ressources que les médias peuvent consacrer à la couverture. Parce que si c'est public, il faut que quelqu'un le rende public. Sinon, ce qui se passe au palais de justice, là, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe son temps à s'asseoir dans les salles pour entendre ce qui s'y dit. Il y en a de moins Il n'y en en a pas beaucoup, là. On les connaît toutes, là. Il y en a 4-5, puis ça s'arrête à peu près là. Il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins de journalistes spécialisés en affaires judiciaires et beaucoup de journalistes généralistes n'ont pas toujours si on veut, l'expertise pour identifier ce qui est pertinent dans un débat ou dans un processus judiciaire. Ça complique encore une fois et ça va souvent spectaculariser le processus judiciaire. Ça devient une sorte de spectacle, une sorte de clone là, de cette émission. Là, où vous aviez Madame l'avocate qui faisait la juge, là, puis distribuait les leçons à tout le monde. Alors, on spectacularise le processus judiciaire plutôt que d'insister sur les enjeux collectifs que ça implique. C'était beaucoup mieux à l'époque du bon juge Hogg. Ah, ça, Là, il n'y a personne ici qui est allé dans ce temps-là, mais c'était, comment ça s'appelait? C'était le tribunal en direct, ou je ne sais pas trop. C'est la cour en direct, c'est ça. Et c'était un juge à la retraite. Oui, toi non plus, tu n'étais pas né, mais c'était un juge qui était plus en exercice, mais qui finalement reproduisait l'interaction entre le juge et les parties dans des cas dans lesquels finalement il prenait des décisions. Et là, la grosse question, c'est de savoir si on déciderait comme le juge. Et ça, c'est intéressant parce que la question de savoir si on a raison ou pas, c'était de savoir si on était d'accord avec le juge ou pas. C'est le juge qui nous donnait raison. C'est le problème de la raison d'une certaine façon. Et je reviens vers Rachel parce que je trouvais que c'était une question. Et puis, en fait, Marc pose la même question. L'objectivation d'une question qui tout à coup devient importante ou est reconnue, sacralisée, consacrée sur le plan social comme une question importante à partir du moment où les tribunaux disent que c'est important. Alors, il y a quelque chose là qui peut-être rend attractif l'idée d'aller vers les tribunaux parce qu'on dit si jamais on est consacré à ce niveau-là, il y a la possibilité de changer quelque chose. Mais lorsque ce n'est pas le cas, il y a le temps 2. C'est-à-dire qu'il y a une période supplémentaire lorsque la décision ne va pas dans notre sens. Parce que souvent, la décision elle-même prouve qu'elle n'a pas de bon sens. C'est-à-dire que les conséquences de la décision sont tellement problématiques que là, on peut dire, les juges sont prêts avec des normes qu'ils sont obligés d'appliquer, puis on voit ce que ça donne, donc il faut aller ailleurs. Marc? Aller devant le tribunal, c'est rarement attractif dans le sens où c'est énormément de travail et c'est incertain comme résultat. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est souvent vu, avec raison, comme un moyen de dernier recours. Si on a tenté des démarches dans d'autres forums, que ce soit médiatiques, politiques ou citoyens ou autres, et qu'on trouve qu'après beaucoup d'énergie, ça ne fonctionne pas et qu'on n'a plus le choix, il faut se tourner devant le tribunal, c'est là où on déploie beaucoup de ressources, beaucoup de temps pour faire ce travail-là dans un autre forum. Mais la question qu'on posait tantôt sur la collectivisation, comment on commence avec un enjeu qui concerne une personne et le rendre un enjeu justement collectif, je suis très chanceux parce qu'au Québec, en environnement, on a un énorme grassroots, on a vraiment une force citoyenne incroyable. Quand on pense, par exemple, au gaz de schiste, à toute la mobilisation qu'il y a eu de village en village, partout dans la vallée du Saint-Laurent, où les gens étaient tellement mobilisés, organisés, et c'était énormément d'énergie et de temps de la part des citoyens. Quand j'arrive, moi, à commencer à faire du droit de l'environnement, c'était déjà tout ça en place. Il y avait déjà un réseau qui était tissé plus ou moins serré parce que quand il y a beaucoup de personnes, ben, c'est sûr qu'il y a des divergences d'opinion et ça fait partie aussi de la force parce que ça fait en sorte que ce qui est finalement dit, que ce soit devant le tribunal, devant les médias, ça fait l'objet de discussions à l'interne. Donc, ça finit par être quelque chose qui est quand même plus solide que quand c'est juste un individu qui prend la parole. Et il y a une des contraintes, c'est la relation avocat-client. On a quand même à représenter, évidemment, le meilleur intérêt de son client.
Mais encore une fois, je suis très chanceux parce que mes clients acceptent de se faire instrumentaliser pour l'environnement. Mais pour le dire réellement, c'est qu'on est très alignés sur ce qu'on veut, ce qu'on cherche, on s'entend et le réseau est en place. Il y a un réseau citoyen, un réseau de groupes environnementaux. Il y a des journalistes qui couvrent l'environnement de façon spécifique et qui sont habitués un peu à des questions juridiques, à des questions de débat devant les tribunaux. Donc, quand on a tout ça en place, là, finalement, ça devient un espace qui commence à être intéressant. Là, finalement, on a l'idée de créer le poste que j'occupe, de faire des litiges environnementaux d'intérêt public parce qu'on voit que finalement, ça donne quelque chose des fois. Alors, toutes ces conditions, quand elles sont réunies, ça peut effectivement devenir intéressant et ça peut faire en sorte que plaider devient un acte politique et que le tribunal devient une tribune. Mais ça pose aussi les questions des contraintes. Là. Il y a des règles du jeu qu'il faut respecter. C'est la dernière question, en fait, sur laquelle on pourrait peut-être réfléchir. On en a parlé un peu, mais la première contrainte, c'est le discours juridique lui-même, les catégories juridiques qui viennent mettre en boîte des réalités qui, elles, des fois, ont une certaine profondeur, se retrouvent plus ou moins laminées par les catégories juridiques elles-mêmes. Comme j'ai souvent dit, les troubles de voisinage parce que le ballon passe des deux côtés de la clôture ou parce qu'il n'y a pas de clôture puis ça casse la fenêtre du voisin, c'est un problème de ballon en définitive. Là, mais ça n'existe pas. Là. Tu ne peux pas avoir une action à ballon, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui existe? Ben, c'est une action en bornage. Mais pour les gens qui sont là-dedans, le problème, c'est de foutre une clôture entre les deux. Là, donc, il n'y a pas d'action en clôture non plus. Donc, on est obligé de définir par les termes que le droit impose. La seule façon, c'est l'action en bornage, donc où on fout la clôture. Donc, la traduction juridique du problème de base, qui est un problème d'enfants avec des voisins qui n'en ont pas, qui sont un problème plutôt social et puis d'interaction, de voisinage, deviennent des poursuites sur des questions complètement à porte-à-faux et complètement sur des enjeux complètement différents pour régler le problème premier, en fait, qui n'a rien à voir avec le bornage. Parce qu'en fait, les deux savent où la ligne passe. La seule question, c'est qui c'est qui va payer la clôture. C'est plutôt ça le problème. Mais par quoi? Parce qu'on ne veut pas que le ballon passe de l'autre bord. Dans le fond, c'est un problème de ballon. Et là, cette retraduction-là juridique des problèmes, c'est une des contraintes, mais il doit y en avoir d'autres. On est dans un forum qui est très organisé. On ne parle pas la parole n'importe quand non plus. Sur le plan procédural, il y a une limite extraordinaire. Si on avait à réfléchir aux contraintes, quelles sont les principales contraintes qui constituent des risques, d'une certaine façon, de laminage du débat, mais qui c'est une des expressions de ça, ce serait quoi? Là? Il y a aussi le risque que ça ne marche pas. Là. Quels sont les risques? Les risques? Oui, les contraintes, en fait, là, en tout cas, en tenant compte des contraintes. Là, il y a des contraintes. Comme par exemple, c'est un juge qui décide. Là. Oui. Et quand tu as un juge qui décide, ben, c'est lui ou elle qui décide. Hein, on est pris après avec la décision que lui, elle prend. Là. C'est une vraie question. Là. Ben, oui. ben, écoute, moi, bon, Marc l'a nommé, l'incertitude quant au résultat. On ne peut pas garantir si quand on se lance dans cette avenue-là, on investit beaucoup de ressources et d'énergie pour un résultat incertain. En fait, c'est le rapport investissement versus rendement là, qui pourrait être dans l'analyse économique du droit d'une certaine façon. Là. C'est une contrainte parce que dans un univers… Tu m'étonnes, là, tu m'étonnes. Oui, moi aussi, je m'étonne moi-même. Mais les mouvements ont des ressources limitées qui sont souvent très rapidement atteintes et on doit réfléchir comment stratégiquement investir au mieux les ressources qui nous sont imparties. Par contre, on a quand même souvent la force du mouvement parce que c'est vrai que c'est une force qui nous a d'ailleurs été reconnue au Québec, notre capacité à créer des mouvements qui viennent de la base, puis à créer des mouvements qui, sur le plan de la représentativité, sont quand même suffisamment diversifiés, puis où on réussit à réunir des personnes issues de milieux suffisamment différents pour qu'on ait un effet, une capacité d'impact beaucoup plus grande. C'est-à-dire que dans le mouvement féministe, oui, il y a des femmes qui il y a des femmes qui sont dans des OBNL de soutien aux femmes victimes, mais il y a aussi des avocates, des avocats, il y a aussi des politiciens, des politiciennes, il y a aussi des gens de la société civile plus en général. Puis c'est cet effet-là de réseau, puis du fait qu'on peut avoir une vision un peu plus panoramique sur l'ensemble des recours qui nous sont possibles, qui augmente notre capacité d'obtenir un résultat. Mais la contrainte, c'est comment on investit au mieux les ressources qu'on possède pour obtenir le résultat qu'on souhaite, parce que c'est pas un club social. On n'est pas là juste pour le plaisir de se réunir et de boire du café froid. Là,
il y a quand même un désir d'obtenir certains résultats. Puis à l'inverse, quand on ne réussit pas à obtenir ces résultats-là malgré nos efforts, bien, il y a un effet de démobilisation qui est quand même qu'on a constaté à certaines époques. Quand on a frappé des murs, à un moment donné, ça prend du temps, il faut se regrouper, il faut passer les plaies, puis pour relancer la machine. Donc, ça ralentit un peu le processus de changement dans lequel on s'investit. Donc, la contrainte, pour moi, elle est là. Puis aussi, le langage du droit est une contrainte dans la mesure où quand on est dans un mouvement où on veut faire changer le droit et la société, il doit y avoir justement un travail pédagogique de traduction qui doit être fait. Donc, ça nous prend l'engagement d'acteurs et d'actrices qui comprennent le langage du droit. Donc, ça nous prend des juristes engagés. Ça aussi, ça peut être une contrainte parce qu'il y en a, mais il n'y en a pas tant. Donc, c'est la ressource, en fait. Et une grosse contrainte, c'est la contrainte économique. Parce que le droit, l'accès à la justice coûte cher. Puis oui, on a les recours collectifs. Oui, dans une certaine mesure, on a l'aide juridique. Oui, on a des sources de financement. Bon, en matière d'atteinte aux droits, il y a quand même des financements disponibles, mais ça demeure limité, ça demeure complexe. C'est toujours menacé de disparition. Et ça, c'est un élément qu'on ne peut pas contourner puis qui nous conditionne beaucoup dans les choix stratégiques qu'on va faire. Pierre? Ben, moi, j'ajouterais, en fait, qu'il y a des contraintes avant, pendant et après le moment judiciaire. Je vais essayer d'illustrer mon propos à partir d'une situation bien concrète de souffrance. On parle beaucoup ces temps-ci de la diffusion non consensuelle d'images intimes, qui est un fléau important, et c'est parce que c'est relié à des enjeux de liberté d'expression. Donc, ça nous permet en même temps de ramener ça un peu plus au thème. Ben voilà un exemple. Qu'est-ce qui se passe à l'égard des personnes qui souffrent, qui subissent ce genre de diffusion intempestive? Ben d'abord, il y a l'obligation de traduire dans un langage juridique les enjeux qui sont associés à ce qu'elles vivent. Il se trouve qu'au Québec, on a récemment une loi sur la protection des renseignements personnels qui procure un recours aux personnes qui ont dont les renseignements personnels, évidemment leur image c'est de renseignements personnels, on s'entend, est diffusée sans leur accord et au mépris de la loi. Alors donc une obligation de traduire, enfin moi je travaillais avec un groupe de personnes victimes là, de ce genre de fléau, ben, traduire ce type de situation, autrement dit, le remède que le tribunal peut leur donner, c'est le fait que c'est un renseignement personnel et donc il y a un élément de langage du droit, c'est-à-dire renseignement personnel et que ce renseignement personnel-là, il se trouve qu'on peut en obtenir le retrait si certaines conditions sont réunies. Pendant, ben, il y a des enjeux de processus appropriés pour respecter les personnes. On est dans un univers, par mon exemple, c'est un univers d'intimité. Donc, le processus judiciaire doit fonctionner de façon à être suffisamment transparent, mais qui, en assurant tout en même temps la protection là, de l'intimité de la personne victime. Mais c'est surtout après, dans ce cas-là, que l'enjeu est plus important. Parce qu'une fois qu'on a obtenu une décision de justice, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a bien sûr un avantage à ce que des collectifs existent pour promouvoir et stimuler les démarches pour obtenir que les décisions de justice soient effectivement respectées. Dans ce cas-ci, retirer l'image intime dans un univers où elle peut avoir été diffusée de façon virale à des milliers d'exemplaires. Et donc, probablement que pour que le processus judiciaire soit, dans ce cas-ci, efficace, il faut que ce soit soutenu par des mouvements collectifs ou, à défaut, d'organismes publics d'aide, de soutien, par exemple, de soutien aux personnes victimes, qui vont agir de façon proactive pour mettre
mettre à exécution les décisions de justice. Puisque une des grandes carences des décisions de justice dans beaucoup de situations, c'est qu'une fois qu'on a obtenu le jugement, il faut l'exécuter. Les travailleurs d'entreprises qui ont fait faillite en savent quelque chose. Hein. Ils ont souvent des jugements extraordinaires qui leur disent oui, oui, on vous doit tant de salaire, mais l'entreprise est en faillite. Alors, pour beaucoup de personnes, quand ils entendent ça, ben, ils se disent finalement, la loi, c'est intéressant, mais ça ne nous aide pas beaucoup. Alors, c'est ce type je dirais, de conditions qu'il faut envisager, dont il faut être conscient, aussi bien avant, pendant qu'après le processus ou le moment judiciaire. Marc, sur les questions des contraintes, là, Oui, ça embarque dans quoi? puis quand c'était mentionné justement cette idée qu'on est obligé de composer avec le langage juridique, avec les catégories que le droit crée, en fait, ce que ça crée vraiment, c'est un effet d'entonnoir, c'est qu'il y a beaucoup de débats qui ne se tiennent pas devant les tribunaux. Oui, c'est normal, là, les personnes qui comprennent le système juridique vont dire, mais c'est évident, mais en fait, ça appauvrit malheureusement beaucoup de discussions, de délibérations qu'on pourrait avoir, parce que je ne peux même plus compter le nombre de citoyens et de citoyennes qui viennent vers le Centre québécois du droit de l'environnement et qui nous disent, regardez, il y a telle décision qui est en train d'être prise, qui n'a aucune allure, qu'est-ce qu'on peut faire juridiquement? Et on regarde, et malheureusement, c'est une question d'opportunité, c'est une question politique, ce n'est pas une question juridique. Et quand on leur dit ça, ben c'est déchirant, c'est de leur dire, nous, on peut pas vous aider là-dessus, mais voici telle autre ressource qui existe. Donc, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup, finalement, de dossiers qui n'existent jamais, qui sont jamais nés. Et un des moyens je dirais, de réduire, en fait, ce phénomène-là, c'est de faire comprendre le langage, de traduire un peu le langage juridique au langage vulgarisé dans les deux sens. C'est de prendre à la fois de trouver les moyens de prendre quelque chose qui, à la base, est sociétal, citoyen, et de le traduire dans un contexte juridique. Ça, on en a parlé pas mal, mais c'est l'inverse aussi, c'est de faire ce que le CQDE fait, d'outiller les citoyens en les informant, en leur expliquant le droit, en faisant tout ce qu'on fait là, dans notre travail d'information, de sensibilisation, pour que les citoyens, citoyennes soient eux-mêmes des vecteurs de changement, soient outillés, puis aient l'assurance pour aller devant leur conseil municipal, pour écrire à un élu, une élue, pour que ces personnes-là, finalement, aient les outils pour jouer la joute, pas juste politique, mais aussi juridique, pour exercer des droits, pour faire valoir des droits, pour pointer à des articles de loi, pour les comprendre. Il y a tout un travail important qui doit se faire de ce côté-là, pas juste en environnement, mais dans plein d'autres domaines. Et quand ça, c'est bien fait, mais vraiment, le mot citoyen prend tout son sens et la personne a une capacité de vraiment utiliser la liberté d'expression pour des fins politiques. Donc, la notion d'empowerment, que j'aime pas trop, il doit y avoir un terme français pour ça, mais en puissance. En puissancement, ça devient un élément. C'est-à-dire que, dans le fond, vos principaux alliés dans le domaine, ça reste quand même toujours les citoyens, puisque ça devient une question collective à partir du moment où ça devient la question de tout le monde. Mais le droit lui-même, souvent, il est structuré autour d'une conception individualisée des choses. La fonction numéro 1 du judiciaire, c'est d'individualiser l'application du droit à un cas qui se trouve devant lui. Donc, on se retrouve parfois avec cette espèce d'incompatibilité entre la nature même du droit dans le monde occidental qui est structuré autour de l'individu, la personnalité juridique, la responsabilité personnelle, etc., y compris la responsabilité des compagnies, puisque les compagnies ont une personnalité juridique, par rapport à des problèmes qui, eux, des fois, dépassent complètement la personne qui a la possibilité d'incarner plus ou moins une position et puis qui va peut-être quand même voir sa situation seulement prise en cause plutôt que l'ensemble du problème que cette position-là incarne ou illustre. Ça, est-ce que cette problématique-là n'est pas constante en droit? C'est-à-dire que le droit il est d'application générale, mais quand le juge décide quelque chose, c'est sur un cas particulier. Je comprends que le recours collectif l'action collective permet de contourner ça. Mais en vérité, c'est quand même toujours une des personnes dans les membres du recours collectif, c'est les membres. Quand il y a un recours collectif, les gens qui sont associés au recours collectif sont considérés comme des membres. C'est quand même un des membres qui va incarner le problème de tout le monde. Là. Donc, même dans ce cas-là, on individualise. Même dans le cas du recours collectif, on individualise le cas. Là. Il faut que ce cas-là soit complètement compatible et comparable à celui de tous les autres qui représentent. C'est tout à fait vrai que le droit, et en particulier l'instance judiciaire,
c'est pas un outil qui est conçu pour agir comme un espace de délibération. Ça inclut une forme de contorsion. Mais des fois, on peut utiliser un tournevis comme un marteau. Des fois, on est capable d'utiliser un outil pour une fin qui n'a pas été conçue pour ça. Et des fois, on y arrive un peu. Donc, toutes ces contraintes-là sont réelles et existent, mais ne nous empêchent pas quand même de réaliser des fois des gains intéressants. Alors, merci tous pour l'attention et puis pour les participants à la table ronde. J'ai pris quelques notes et puis merci beaucoup.